Du matin de ce vendredi 25 juillet 2025, amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre émission et sinon le dernier numéro de la semaine. Nous sommes un vendredi et nous sommes au début nous sommes vers la fin de la semaine, j'allais dire, début de week-end bien évidemment. Mesdames et messieurs, très ravi de vous trouver ce matin pour vous servir, car vous servir, c'est notre devoir. Sachez qu'aujourd'hui, ce n'est plus une équipe, je suis seul. Alors, je suis très content d'être ce matin-là avec vous. Cette fois-ci, nous allons repartir très rapidement à retrouver la régie pour nous proposer un clip pour permettre à tout et chacun de prendre une belle position avant que les bonnes choses arrivent. Mais avant ça, sachez que nous avons un bon programme devant nous. Nous avons aujourd'hui, nous allons recevoir le coach en ressources humaines et également e-tech. Sinon, nous allons parler un peu de la technologie avec Malachi Nabi qui sera également là. Nous aurons également le paysan qui sera également aussi avec nous pour nous parler un peu des chaînes de valeur. C'est ainsi, de manière globale, notre programme de ce vendredi. Mais avant tout, nous commençons d'abord par un clip de Rice Kim que nous propose la régie. Ha! À tout le monde à prendre one quoi. Puis bravo! Respect! Beaucoup de courage parce que c'est votre métier comme ça. Aha! Nene Colombo ya, Calvin y Maraquín, Durejo.
Clandoman, dans un pays comme le nôtre, le clandoman rend vraiment service aux citoyens. Le clandoman, que ce soit nos rendez-vous dans les différents coins, que ce soit le marché, que ce soit aller à l'hôpital, que ce soit aller visiter la famille, les clandomans sont toujours là pour nous rendre service. C'est ce que nous dit Raiskim dans ses clips. Mais il faut également mentionner un aspect des clandomans qui, quelquefois, n'est pas tellement agréable. Ceci, on dit, il y a toujours une tomate pourrie qui fait pourrir les autres. Mais c'est pas pour dire que les clandomans sont ceux-là qu'on pense tout de suite quand on dit clandomans, on dit eux, ce sont des ratés, ce sont des personnes qui ont perdu leur vie, ce sont des personnes qui n'ont rien à faire. C'est pourquoi non, quelquefois, on trouve parmi ces clandomans les diplômés, mais c'est parce que c'est la situation du pays, c'est la réalité des pays qui les rend comme ça. S'ils sont clandomans, c'est pas par choix, mais c'est parce que la vie n'est pas facile. C'est parce qu'ils ne peuvent pas rester comme ça, mourir. C'est pourquoi ils décident de se lancer un peu dans ces activités-là pour ne serait-ce que survivre. Mesdames et messieurs, après avoir écouté Raiskim qui nous a relaté la réalité dans le secteur de Clando, nous allons faire un peu du sport, sinon le fitness. Subimos.
Évitez les chaussures trop dures, parce que quand vous courez et que vous avez des chaussures dures, c'est pas bon pour le pied. Le pied prend un coup et arrivé à la maison, vous allez me dire après que non, écoute, j'ai mal, alors que c'est vous-même qui avez ça. Donc évitez un peu les chaussures qui sont trop dures pour vos pieds. Ok? Maintenant, question d'hygiène, surtout hygiène alimentaire. Quand on finit de faire le sport, il est conseillé au moins dans la journée de boire au moins 2 litres d'eau. Que vous soyez avant ou après, ça dépend. Il y en a le matin, naturellement, qui se lèvent et qui finissent 1 litre d'eau avant de manger. D'autres prennent par exemple 2-3 litres après ou par jour. C'est pour éliminer toutes les toxines qu'il y a dans votre corps. Et quand on fait du sport, on dégage. Et boire de l'eau, pas glacée, ça permet à votre corps non seulement de récupérer, mais de se régénérer. Donc, s'il vous plaît, buvez beaucoup d'eau. Évitez ce qui est gras après le sport. Hein? Viande de porc, soupe, trop gras, c'est pas bon. Ok? Et voilà, amis téléspectateurs, vous l'aurez compris, e-matin, c'est l'ambiance, e-matin, c'est l'harmonie, e-matin, c'est aussi le sport. Il faut faire du sport pour avoir un corps léger. Il faut toujours faire du sport pour être en santé. Voilà, vous l'aurez compris, il a donné quelques astuces ici. Il faut avoir de l'hygiène alimentaire. Comme je le disais tantôt, e-matin, c'est également les actualités. Il faut toujours s'informer, car l'homme qui ne s'informe pas n'est pas différent de celui-là qui est mort. Alors, e-matin, nous vous proposons également les informations. Suivez. Les travaux du séminaire national sur la décentralisation se sont poursuivis avec une réflexion approfondie sur les mécanismes de financement des collectivités territoriales décentralisées. À travers les échanges, plusieurs axes majeurs ont été explorés. La gestion comptable et financière, le transfert effectif des compétences, les ressources fiscales propres et la structuration des budgets locaux. L'objectif, selon les organisateurs, est de permettre aux services déconcentrés de maîtriser les structures financières à leur disposition et de renforcer leur autonomie budgétaire conformément à la loi des finances en République du Tchad. Les collectivités sont en effet appelées à fonctionner à partir des ressources générées localement, notamment les impôts et taxes, ainsi que les dotations de l'État central sous forme de subventions ou d'appels à projets. Interrogé à ce sujet, l'administrateur civil Djekourniga Kautar Lazar, fort de 37 ans de service au sein des administrations territoriales, a salué la tenue de ces consultations. Bien qu'il n'ait pas été personnellement convié, il y voit une initiative porteuse d'avenir. Quand on crée une collectivité territoriale décentralisée, on parle de l'autonomie financière et administrative. Cela veut dire que ces unités administratives doivent penser aux poches, voire aux niches de recettes. C'est-à-dire comment faire pour avoir leurs recettes propres. Et dans toute collectivité territoriale décentralisée, à part les recettes propres, l'État peut aussi leur accorder des subventions qui peuvent être ponctuelles ou bien régulières. Mais il faut savoir gérer cet argent-là. Pour ce cadre, la mobilisation et la redistribution des ressources locales doivent répondre à des stratégies claires, notamment dans les domaines prioritaires comme les infrastructures, l'éducation et la santé. Il serait souhaitable et administratrice se rapproche des populations dans des zones urbaines ou bien dans des provinces ou bien dans des départements pour leur faire comprendre qu'est-ce qu'on doit faire. Nous sommes là, c'est pour vous encadrer, pour que votre ville se développe. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faudrait que la population comprenne. Mais si les responsables doivent s'enfermer dans leur bureau et ne pas aller vers les populations, le travail
ne va pas avancer. Les participants à ces assises, quant à eux, ont relevé de nombreux défis, freinant la mise en œuvre effective des politiques locales. Ils plaident pour un engagement renforcé de l'État et des partenaires techniques et financiers afin d'outiller les collectivités locales pour relever les enjeux du développement à la base. À peine a-t-on quitté la ville de Kélo que le décor change brutalement. Le bitume se fait rare, parfois inexistant. Là où devrait s'étendre une voie de communication structurante ne subsiste qu'un ruban sablonneux criblé de nids de poules. Le trajet Kélo, Pala, Léré, qui devrait se parcourir en quelques heures, devient un périple exténuant, parfois long d'une journée entière. Ces tronçons, vital pour les échanges économiques et la circulation des biens et des personnes, est aujourd'hui synonyme de calvaire. Véhicules personnels comme transport en commun y subissent une usure accélérée et les répercussions sur le quotidien des habitants sont immenses. L'économie locale, majoritairement agricole, pâtit de cet enclavement. Les produits vivrières, difficilement acheminés vers les centres de consommation, perdent de leur valeur. Le manque d'accessibilité complique aussi l'accès aux services sociaux de base. Une urgence médicale peut devenir un drame faute de routes praticables pour atteindre à temps un centre de santé. L'école, elle aussi, devient un luxe pour les enfants des zones reculées. Les habitants, interrogés, expriment leur désarroi face à cette situation qui perdure. Ils pointent du doigt la lenteur inquiétante des travaux de réhabilitation engagés par une société dont l'efficacité reste questionnable. Pourquoi cette inertie? L'interrogation demeure entière. Pour beaucoup, l'amélioration de cette route symbolise plus qu'un simple confort. Elle représente un espoir de désenclavement, de prospérité et de dignité retrouvée. Il devient impératif que les autorités nationales, les collectivités décentralisées et les partenaires au développement conjuguent leurs efforts pour sortir le Mayo-Kébi-Ouest de cet isolement. Alors que le Forum national sur la décentralisation s'achève demain, l'on espère que ces recommandations se traduisent en actes concrets, notamment par un transfert réel de compétences et de ressources vers les provinces. Car, au-delà des discours, c'est la concrétisation du projet de la route Kélo-Pala-Léré qui redonnera foi et dignité à toute une population, que les cadres et élites de la région entendent enfin le cri de détresse des leurs, qu'ils se mobilisent pour que cette route de la souffrance devienne enfin celle de l'espoir. Il y va du développement, mais aussi de la justice territoriale. Cette convention vise à instaurer un cadre formel de collaboration dans le domaine de la formation, de la communication et la recherche appliquée. En clair, il s'agit d'un partage de compétences et d'expériences entre deux institutions engagées dans la promotion de l'excellence académique et la performance professionnelle. À travers cette alliance, les étudiants de l'université du CEFOD auront désormais la possibilité d'effectuer leur stage académique et professionnel au sein du groupe Electron-Média, notamment à Electron Télévision, une chaîne de télévision qui s'impose comme l'un des pôles médiatiques les plus dynamiques de la capitale. Dans son intervention, le président, directeur du groupe Electron-Média, a salué une initiative promoteuse d'avenir, soulignant que ce partenariat permettra non seulement de former les futurs professionnels des médias dans les conditions réelles de production, mais aussi d'apporter une contribution significative à la construction d'un Tchad plus informé, plus critiqué et plus responsable. De son côté, le responsable de l'université du CEFOD s'est réjoui de cette ouverture qu'il qualifie de pas important vers l'arrimage de la formation théorique à la réalité du terrain. Il a insisté sur la nécessité de multiplier de telles synergies pour répondre aux défis du marché de l'emploi. On peut bénéficier bel et bien de votre expertise parce que, comme vous le savez, une chose est ce que l'on apprend dans les quatre murs, une autre est l'apprentissage qui se trouve sur le terrain, parce que c'est là où le terrain, le monde réel vient mettre en cause souvent une certaine illusion qu'on a vis-à-vis des théories qu'on a acquises. Et vous l'avez mentionné aussi, les compétences des étudiants qui viennent en stage. Je peux vous garantir qu'on ne vous enverra pas des étudiants parfaits, mais nous espérons qu'ils trouveront chez vous des aînés aguerris dans ce qu'ils font, pour les aider à devenir des
professionnels. Mais aussi nous comptons sur vous pour avoir le retour qu'il faut pour que nous puissions corriger nos curriculums. Je l'avais mentionné lors de notre rencontre, que pour nous c'est un aspect fondamental. Si on doit faire la différence, c'est vraiment en essayant de trouver une stratégie qui permette qu'on puisse avoir les retours nécessaires, pas simplement en termes de discipline, c'est déjà bon pour l'étudiant, mais nous, en tant qu'institution, si on doit continuer à faire la différence, à mettre à jour nos connaissances, nos curriculums, ce sera grâce au retour qu'on aura de vous. En tout cas, merci encore une fois de plus pour avoir accepté cette initiative. Cette convention vient renforcer les liens entre le monde académique et le monde professionnel. Elle symbolise une volonté commune de créer des passerelles entre la formation et l'insertion, entre la théorie et la pratique au bénéfice de la jeunesse tchadienne. في ظل الجهود الرامية إلى تعزيز مشاركة الشباب في بناء السلام والتنمية المستدامة في تشاد، حيث نظمت منظمة أكرا غير الحكومية مؤتمرا صحفيا لعرض نتائج وتأثيرات مشروع الشباب في العمل من أجل مستقبل تشاد، إذ يهدف هذا المؤتمر إلى تسليط الضوء على إنجازات المشروع وتقييم آثاره على المجتمع واستشراف آفاق المستقبل وتقديم إنجازات المشروع ومناقشة آثاره على المجتمع المحلي مع تركيز على 3 محاور رئيسية، وهي تعزيز المهارات المحلية وكذا إنتاج معرفة متجذرة في السياق التالي وتعبئة المواطنة والتعبير الفني كأدوات للتغيير الاجتماعي. المنسقة الدولية لمنظمة أكرا السيدة كورالي غاميلي أكدت على أهمية دور الشباب في تحقيق التنمية المستدامة، وأشارت أيضا إلى أن المشروع يهدف إلى بناء قدرات الشباب التالي عبر برامج تدريبية في المجالات. هكذا وشهدت المناسبة عدة مداخلات وأسئلة ردت عليها بكل شفافية ووضوح المنسقة الدولية لمنظمة أكرا، وتجدر الإشارة يعتبر هذا المشروع نموذجا ناجحا للشراكة بين المنظمات الدولية والمجتمعات المحلية في تشاد، مما يفتح آفاقا جديدة للشباب الطموح. N'Djamena, la saison des pluies transforme plusieurs routes en véritables lacs urbains. Goudron mal posé, sans canalisation adéquate, finissent par être envahis d'eau. La population ironise en des termes comme on peut y poser une pirogue, tant la société ressemble à un bassin. Les usagers potages, les ronronnements de motos bloqués et les piétons écraboussés en sont les preuves visibles pendant cette saison de pluie dans la cité capitale. Comme si cela ne suffisait pas, des routes en construction dans la plupart des quartiers, mais ils tardent à finir, sont bloquées depuis des mois. Les entreprises ont mis les sentiers en VS. Au niveau du carrefour d'Atron, par exemple, et l'axe de Gassi menant au quartier Ambata, les désordres règnent. Les embouteillages monstres s'observent. Les accidents se multiplient. Les riverains se sentent abandonnés. Les routes en construction, au passage des véhicules soulèvent des poussières, boue et la frustration. Alors que le chef de l'État s'est déplacé à plusieurs reprises sur les grands chantiers pour constater l'état d'avancement de ces infrastructures urbaines. À chaque passage, des promesses sont faites et des instructions sont données, ce qui fait renaître une lueur d'espoir au sein de la population. Mais aussitôt, le départ du cortège présidentiel, tout retombe dans un silence cimetière et ces routes demeurent dans le même état. La question que l'on est en droit de poser est de savoir si c'est le trompe-l'œil, une négligence vis-à-vis de l'autorité suprême ou un simple incivisme de la part des entreprises. Et entendre les cris et les sentiments des citoyens. L'heure n'est plus aux visites médiatisées et des promesses utopiques. L'heure est plutôt à l'action pour une refondation, faire de la ville de N'Djamena une vitrine de l'Afrique. Il faut renforcer les contrôles techniques et sanctionner les entreprises défaillantes, marteler durement et clair sur les délais d'accord pour les travaux. La capitale mérite des routes durables, veillées et entretenues, car un goudron qui fond sous la pluie, ce n'est pas du progrès, c'est du mépris déguisé en développement.
يعد البصق في الأماكن العامة ظاهرة شائعة في تشاد، سواء في الشوارع أو الحافلات أو في أماكن العامة مثل الأسواق والمراكز الصحية. غالبا ما يعزي هذا السلوك إلى نقص التعليم الأساسي وحسن السلوك. تدور الإشارة إلى أن البصق في الأماكن العامة يعتبر فعلا غير لائقا وغير صحي، قد يسبب انزعاجا للآخرين وقد ينقل الأمراض. لذلك هناك حاجة إلى تثقيف أفضل لتغيير العقليات والحد من هذا السلوك. وتتطلب القيادة في شوارع جمينة عناية قائمة، سواء في السيارات أو سيرا على الأقدام. من السهل التعرض لبصق في الوجه. هذا السلوك غير مقبول في المجتمع، سواء على دراجة نارية أو في سيارة. من الضروري مراعاة الشروط التي يسمح فيها بالبصق في حركة المرور. ليس من الواضح ما إذا كان هؤلاء الأشخاص يتمتعون بصحة جيدة عندما يبصقون في الأماكن العامة أو في حركة المرور. يبدو أولئك الذين يبصقون في حركة المرور غير مبالين بالآخرين. ولا يقتصر هذا السلوك على شوارع العاصمة، بل يوجد أيضا في المستشفيات وبعض المكاتب. قد يحتوي البزاق أحيانا على بكتيريا، مما قد يكون خطيرا على الصحة. ووفقا لأخصائي صحي يعد البصق مشكلة متكررة في بيئتنا المعيشية ذات عواقب صحية وخيمة. وعلى الرغم من أن البصق في الأماكن العامة حاجة بيولوجية لا يمكن تأجيلها أحيانا، إلا أنه من الضروري إظهار اهتمام أكبر بالآخرين. يعد هذا التصرف غير المتحضر في تشاد مشكلة مستمرة، لكن التوعية والتثقيف هما السبيل لتحسين الوضع في العاصمة. Beaucoup de personnes ignorent encore leur groupe sanguin. Pourtant, connaître cette information qui paraît simple peut un jour faire toute la différence entre la vie et la mort. En cas d'urgence médicale, d'accident, d'accouchement compliqué ou opération chirurgicale, les médecins doivent savoir rapidement identifier le type de sang et leur compatibilité pour les patients nécessiteux, afin d'effectuer une transfusion sanguine sans risque, affirme Dr Dumgo Mona Nelson. Imaginez quelqu'un qui fait un accident de la voie publique, il perd du sang, il fait une hémorragie, et là, on doit le transfuser. Et si la personne est inconsciente, par exemple, comment est-ce qu'on doit faire? Alors que si la personne connaît son groupe sanguin, dès qu'il y a un besoin, automatiquement il est sollicité. On sait qu'il est de tel groupe, on va solliciter les gens de son groupe pour permettre de lever l'urgence. Une erreur de compatibilité peut entraîner une réaction grave, voire mortelle. Savoir son groupe sanguin permet non seulement de bénéficier de soins adaptés, mais aussi d'être un donneur utile pour les autres, devrait ajouter Dr Dumgo Mona Nelson. Connaître son groupe sanguin, ça peut vous être très utile. En cas d'urgence, pour la conception chez la femme, imaginez un militaire. Les militaires, parfois, ils vont même afficher quelque part. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans des milieux un peu hostiles et là-bas, tout peut arriver. En cas d'urgence médicale, cela permet de savoir à qui on peut donner du sang et de qui on peut recevoir. Cela aide également à détecter certaines anomalies sanguines telles que le VIH-Sida et les autres infections sexuellement transmissibles. Pour ceux qui pensent qu'on va dépister peut-être une maladie quelconque, mais c'est toujours mieux de dépister une maladie très tôt. Ça permet de prendre des précautions pour qu'il n'y ait pas de complications. Donc, que ce soit parce qu'on a peur ou bien parce qu'on pense qu'on va dépister je ne sais pas quelle maladie, c'est toujours mieux de donner le sang ou bien de faire toujours des dépistages. Ça permet de prendre des précautions un peu plus tôt. Il est donc essentiel que la population, surtout les jeunes, prennent conscience de l'importance de cette information médicale. Le gouvernement et les structures sanitaires devraient multiplier les campagnes de sensibilisation. Connaître son groupe sanguin, c'est anticiper, être responsable et surtout, c'est se préparer à sauver une vie, la sienne ou celle d'un autre. La trentaine en bandoulière, Abakar Sabala, actuel directeur des examens et concours du supérieur, vient de passer maître assistant, grade normal du CAMES, Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. C'est à l'occasion de la 47e session de la dite institution tenue dans la capitale tchadienne la semaine dernière. Ce jeune incarne le travail bien fait, la rigueur, l'inspiration et la résilience. J'ai commencé mes études dans des conditions très difficiles.
Déjà, quand j'ai commencé mes cycles de collège, je me suis pris en charge jusqu'à finir mes cycles scolaires. Parce que je suis issu d'une famille défavorisée et je ne peux pas compter sur la famille. Donc je suis obligé de me mettre dans les ventes des journaux. Et c'est grâce à ce petit revenu de vente des journaux que je me suis pris en charge mes inscriptions, mes cahiers, mes tenues, ainsi de suite. Il est très sobre et humble. Son action discrète et sa constance font l'unanimité. Ces qualités indéniables lui ont valu une pluie d'hommages lors des résultats rendus publics par les têtes couronnées du CAMES. L'homme s'est forgé une solide réputation à travers un parcours exemplaire et un engagement sans faille. D'abord, vous savez, ici à l'ONEX, nous, on ne connaît pas notre maison en journée. On vient à 7 heures. On ne rentre que la nuit. On ne sait pas ce qui se passe en journée à la maison. Et on ne connaît pas ce qu'on appelle dimanche. On ne connaît pas ce qu'on appelle fête. Abakar Asabala, il s'agit de lui, a fait toute sa scolarité à N'Djamena, la capitale tchadienne. À l'issue de ses brillantes études, il a enchaîné coup sur coup le certificat d'études primaires élémentaires et le brevet d'études du premier cycle tchadien et enfin le baccalauréat de l'enseignement du second degré série A4 en 2007. Ce diplôme lui ouvre les portes de l'université de N'Djamena où il s'est inscrit à la faculté des lettres et sciences humaines, option sciences de l'éducation, d'où il est sorti nanti d'une licence. Ce diplôme en poche et toujours en quête du savoir. Il s'est envolé pour Maroua, République du Cameroun. Il s'est inscrit en master où il a soutenu avec brio un master de recherche en sciences de l'éducation, ce qui lui a permis de s'inscrire en même temps en thèse. Nous sommes ambitieux, on veut évoluer dans la science. Et c'est ce qui nous a vraiment motivés. Et Dieu merci, je me suis toujours fait entourer par des gens très sérieux et des gens qui m'ont beaucoup encouragé, qui étaient les premiers responsables de l'ONEX, et ils m'ont toujours soutenu dans ce sens. Et Dieu merci, aujourd'hui, nous sommes devenus presque des collègues, nous sommes devenus des enseignants du supérieur, alors qu'avant on m'appelait les petits Abakar, et aujourd'hui, Dieu merci, ils m'appellent plus ou moins un collègue. Il a travaillé d'arrache-pied pour soutenir sa thèse de doctorat en sciences de l'éducation en 2021 avec mention très honorable du jury et aujourd'hui il est passé maître assistant d'université. Abakar Asabala est un homme qui connaît le sens du partage. Il ne sait pas faire la distinction entre les gens. Il ne sait pas également conduire ses visiteurs. Il accueille tout le monde. C'est un homme prêt à rendre service à quiconque. Il reste toujours ouvert, même sans un rendez-vous. Il reçoit ceux qui frappent à sa porte. Un travailleur acharné, dévoué et consciencieux. Et moi, j'ai participé déjà à l'organisation des bacs 2005. Donc, il y a aussi l'expérience, la volonté d'apprendre et l'idée d'innovation qui m'anime toujours. Parce que moi, je suis jaloux de notre système éducatif. À chaque fois quand je vois chez les autres, je veux transporter, ramener ça chez nous. Même si le moyen nous fait défaut, j'essaie quand même d'apporter quelque chose. Et Dieu merci, aujourd'hui, sur le plan organisationnel, l'ONEX est cité parmi les meilleurs organisateurs des examens en Afrique francophone. Il est la boîte noire de l'Office national des examens et concours du supérieur. C'est un jeune qui ose et qui a de l'audace. Aujourd'hui, il est le pilier de l'organisation du baccalauréat. Ses compétences avérées sont reconnues par les plus hautes autorités du pays. Le défunt maréchal Idriss Déby Itno a été émerveillé par la maîtrise de cet examen du baccalauréat par ce jeune lorsqu'il a effectué une visite inopinée au secrétariat du baccalauréat. Il a été accueilli par ce jeune qui lui a fourni toutes les explications convaincantes de l'organisation jusqu'à la publication des résultats du baccalauréat. Cette année, il a encore accueilli le premier ministre chef du gouvernement, Alamay Alina, lors d'une visite inopinée au secrétariat du baccalauréat, session de juin 2025. C'est un homme audacieux et attaché à son travail. Il mérite un témoignage de satisfaction pour le service rendu à la nation tchadienne. Merci beaucoup, dames et messieurs, de l'avoir suivi et nous disons également merci à l'équipe de la rédaction de nous avoir mis au parfum des actualités d'ici et d'ailleurs. Ceci nous a permis également de recevoir sur ce plateau notre coach en ressources humaines que nous allons annoncer juste après ce jingle.
matin, parlons aussi ressources humaines. Comme je le disais tantôt, nous avons avec nous ici le coach en ressources humaines, Monsieur Clément Sianka. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Comment ça se passe? Comment a été la semaine? C'est vrai que j'étais absent déjà 2 semaines. Hein. Ah oui. Oui, je pense 2 semaines, un peu plus de 2 semaines avec le voyage personnel. Mais bon, ça va. D'accord. Je suis là aujourd'hui et j'espère que voilà, les téléspectateurs aussi vont bien. Et je vois aussi vous allez bien. Dieu merci, ouais. Nous avons encore la former, ça, c'est ce qui est le plus essentiel. Alors, comme vous êtes là, nous allons parler RH avec vous. Et aujourd'hui, nous allons parler toujours de la sécurité dans les milieux des travail. Alors, comme vous l'avez déjà débuté dans les semaines passées, nous poursuivons toujours. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir aujourd'hui de plus? Déjà, je pense que comme ça fait un moment qu'on a interrompu, c'est nécessaire de faire un bon rappel quand même de ce qui avait été abordé les 2 ou 3 séances passées. Ouais. Déjà, il faut parler sécurité, c'est quoi en milieu du travail? Sécurité du travail, le principe est simple. L'employeur met des dispositions en place pour permettre à ce qu'un collaborateur quitte sa maison en bonne santé, arrive dans son milieu de travail, travaille et rentre en bonne santé. Okay. Ça, c'est le grand principe. Okay. L'employeur ne voudrait pas, et sur le principe moral de la chose, ne voudrait pas être la cause de la maladie de son travailleur. Okay. De son collaborateur. Ouais. Et ça, c'est le grand principe. Donc après, à côté de ça, il y a beaucoup de choses qui sont mises pour justement faire en sorte que l'employé ne soit pas ni blessé, ni une maladie professionnelle, mais tous ces aspects de la chose en place pour justement arriver à cet objectif d'avoir un travailleur sain qui a quitté sa maison et qui retourne sain lorsqu'il rentre. Okay. Et donc ça, c'est le grand principe. Mais nous avions abordé le sujet de plusieurs manières. La première fois, c'était les questions de c'est quoi la santé, c'est quoi la sécurité. Ouais. Et on a vu les dispositions légales qui encadrent la sécurité et la santé au travail. Ce sont des dispositions qui parlent de maladies professionnelles, qui parlent des accidents de travail, qui parlent, mais ça c'est le côté organisationnel, mais il y a aussi les questions pratiques dans le milieu du travail, les lampes. Dans les bureaux, l'éclairage au bureau, c'est important. Et là, ce sont des rappels, comme je dis. Vous ne pouvez pas être dans un milieu de travail et où il fait très sombre, ce qui fera le travailleur qui est dans ce milieu va utiliser énormément ses yeux pour se fatiguer et du coup, il va avoir un peu plus de problèmes des yeux à cause de la luminosité ou à cause d'une luminosité trop forte. Pareil, ça cause des problèmes. Donc, ça, c'est un des aspects. Les autres aspects, c'est les fauteuils qu'on avait déjà abordés. Vous ne pouvez pas, selon votre catégorie de travail, avoir des fauteuils qui ne conviennent pas à votre posture. Vous ne pouvez pas avoir de posture toujours assise et avoir des fauteuils qui ne conviennent pas à votre dos. Parce que vous aurez, et malheureusement c'est ce qui s'observe aujourd'hui, on a plein de problèmes de sédentarisation et que presque tout le monde se prenne mal de dos. C'est aussi dû à ça. Parce que souvent dans nos milieux de travail, nous n'avons pas de chaises qui conviennent. Et j'avais même expliqué, dans beaucoup d'organisations pour remédier à ça, ils ont des éléments pour aider le travailleur à ne pas être sédentaire. Il y a certaines personnes, certaines organisations qui, dans votre ordinateur, incluent une petite programmation qui permet donc de vous rappeler tous les 1h30 de vous lever. Pour se détendre. Oui, bien sûr. Ça fait partie de ne pas être trop assis parce que ça va perturber votre colonne vertébrale. Et donc, vous avez souvent ça, ce rappel-là qui sort et qui vous dit, il est temps de vous lever.
Un peu, je crois que dans les téléphones, dans des choses, parfois ça existe aussi. Donc on vous conseille. Et d'autres poussent encore la chose plus loin, par exemple, de faire en sorte que même si vous avez une chaise roulante, on ne vous met pas l'imprimante dans vos bureaux. On met l'imprimante au couloir. Ce qui va forcément vous amener, lorsque vous lancez une impression, vous devez vous lever pour aller chercher l'élément. l'élément. Vous pensez que parfois les gens sont chiches? Non. C'est un élément de sécurité pour amener le travailleur à forcément se lever pour marcher. Faire un peu de mouvement. Faire un peu de mouvement. Être assis tout le temps, ce n'est pas bon. Et ça, c'est le côté travail. Mais la même position vaut pour les chauffeurs, par exemple. Le chauffeur, si vous êtes en voyage, on vous dit, buvez beaucoup d'eau. Ça, c'est les choses pour lesquelles les gens ne comprennent pas. On demande aux chauffeurs et aux passagers de beaucoup boire de l'eau parce que ça va vous obliger de vous arrêter pour faire pause pipi, comme on dit. Et en vous arrêtant, vous allez sortir de la voiture, vous détendre, et même si ça prend que 5 minutes, ben voilà, vous reprenez quelque chose et puis vous recontinuez. Donc, sinon, obligatoirement, tous les 2 heures, le chauffeur va s'arrêter. Et donc, ça, ce sont des choses sur lesquelles les gens, parfois, ne font pas trop attention, mais c'est très nécessaire pour garder le travailleur en bonne santé. Dans cet aspect de bonne santé que j'avais déjà expliqué, mais c'est aussi de voir les dispositions comme, par exemple, la CNPS. Comment est-ce que la CNPS fonctionne pour prendre... ça peut arriver que vous ayez des cas de maladie. Donc, la CNPS, cas de maladie professionnelle, bien sûr. Évidemment. Mais après, il y a des conditions pour remplir, pour déclarer une maladie professionnelle. Donc, si vous remplissez ces conditions, la prise en charge est automatiquement à 100% par la CNPS. Et ça, ce sont des dispositions légales. Voilà pourquoi, pour assurer cette sécurité en lieu de travail, dès que vous recrutez quelqu'un, vous l'inscrivez à la CNPS. Vous pensez que c'est juste pour la pension? Non, ce n'est pas que pour la pension. C'est aussi pour s'assurer, en cas de pépin pour les maladies professionnelles ou les accidents de travail, vous avez une couverture à 100% assurée par la CNPS si cela a été confirmé par les médecins et tout ça. Donc je dis ça parce que c'est parfois des choses qu'on oublie, mais c'est important dans la globalité du milieu de travail. Ce que j'avais rappelé aussi est important pour moi de le redire, c'est que les hommes oublient souvent. On a une position, je parle d'abord des hommes, on a une position. Si vous êtes au bureau, bien souvent, nous avons nos porte-monnaies dans les poches arrière. C'est pas bon pour la santé. Le fait de s'asseoir dessus. Parce que le porte-monnaie peut avoir l'épaisseur peut-être comme ça, c'est même petit, bien souvent. Il y en a qui ont vraiment... de volume. Oui. Les références, je ne sais pas, de dossiers, des cartes, des machins. On met ça derrière et on s'assoit. Et vous ne vous rendez pas compte, mais vous êtes déséquilibré. Et toute position, et puis vous passez du temps dedans, dans cette position. Donc cette position déséquilibrée fait que votre colonne vertébrale est un peu... Voilà. Et donc, on n'est pas dans un sens normal. Parce que la position les positions assises voudraient que votre colonne vertébrale soit droite. Et ça fait que vous tordez votre colonne vertébrale. Une fois, ça va. Mais si vous avez l'habitude d'avoir toujours ça et que vous vous asseyez toujours dessus, au bout d'un certain moment, vous déformez votre colonne vertébrale et vous avez des problèmes de mal de dos. Donc ce qui veut dire qu'arriver au bureau, il faut mettre son... Il faut toujours mieux enlever et mettre et avoir ses fesses. Désolé de le dire. Par moment aussi. Voilà. Mais quand vous êtes conscient de votre responsabilité sur votre santé en milieu de travail, c'est important de l'avoir. Et on avait passé aussi un moment sur les outils, les gants, les casques, les tenues, les lunettes, les chaussures. Tout ça, ce sont des équipements qui sont fournis pour les chantiers, pour le chauffeur, pour je ne sais pas quoi, afin d'éviter de se faire couper, pour les soudeurs, d'éviter d'avoir les éclats de soudure
aux yeux, pour les travailleurs de, je sais pas, d'autres chantiers, d'avoir un poids lourd qui tombe sur les pieds et qui, parce que les chaussures de sécurité ont des aciers au bout. Et donc, comme ça, ces aciers-là vont faire en sorte que lui, il va recevoir le choc et les orteils qui sont à l'intérieur seront protégés. Et c'est la même chose pour les gants. Là aussi, on a passé un moment là-dessus, mais parce que justement, on a les gants de cuisine, on a les gants de soudure, on a les gants de maçonnerie, on a les gants on va dire quoi, de ménage. Mais tout ça, les gens confondent pour prendre un gant et utiliser pour l'autre. Ce n'est pas fait pour ça. Donc il faut, on avait rigolé quand vous partez sur le pose de première pierre, vous voyez bien que nos autorités arrivent, prennent les gants rouges là en plastique et puis c'est ça qu'on utilise. Mais bon sang, c'est pas fait pour ça. Ça, ce sont des gants de ménage. Et donc quand vous utilisez ça, même nos autorités ne sont pas capables. Ceux qui viennent faire ces poses ne sont même pas capables de faire cette remarque. Parce que vous donnez ça logiquement, c'est pas pour la photo, c'est pour la sécurité de ceux qui vont travailler. Donc ce gant ne protège pas, il protège contre l'eau et c'est en plastique. C'est pour ça que c'est imperméable. C'est fait pour que la dame ou l'homme qui fait le ménage, l'eau, ses mains dans l'eau, ses mains ne soient pas en contact direct avec l'eau parce que 1 heure de temps les mains dans l'eau, vous allez comprendre que votre peau commence par blanchir et puis si c'est tout le temps, ça marche pas. Et ces gants sont faits pour ça. Et donc ce n'est pas fait pour la maçonnerie, par exemple. Et c'est pas donc voilà ces choses-là qui fait que la sécurité en milieu de travail est parfois méconnue et où on fait semblant de vouloir le faire, mais en réalité, on perd à côté, on passe à côté vraiment de la chose. Sur ce côté où il me paraît aussi nécessaire de rappeler les tenues de travail. Les tenues de travail sont importantes. Certains aujourd'hui, qui travaillent dans des milieux très sensibles en termes d'incendie, par exemple, ils ont des tissus qui retardent l'incendie. Et donc vous avez les mêmes tenues, mais lui, un feu le prend. Il lui faut du temps. Sa tenue ne brûle pas comme les tissus ordinaires. Et donc ça aussi, ça fait partie des dispositions de sécurité pour que, si jamais ça se déclenche, voilà, vous qui êtes au feu, voilà, c'est comme les sapeurs-pompiers. Eux, leur tenue ça brûle pas comme ça. Et donc c'est les mêmes tissus qu'on utilise. Et vous voyez, quand vous voyez justement ces sapeurs-pompiers sans tenue, il est vulnérable. Avec sa tenue, il peut entrer dans la flamme et aller faire des choses, chercher à éteindre et revenir. Parce que ces tenues sont faites pour ça. Et donc, c'est nécessaire d'avoir toutes ces dispositions de sécurité. Je vais finir là-dessus pour le rappel. Les casques. Si vous êtes dans un environnement bruyant, les casques sont importants. Vous voyez à l'aéroport, vous voyez des travailleurs avec des casques, ce n'est pas pour se faire plaisir. C'est parce que le bruit des réacteurs, les décibels est assez énorme pour casser les tympans. Et à ce moment-là, on les protège et ça fait. Et quand vous êtes aussi dans des grandes usines ou des grandes machines en train de tourner, on vous dira de porter des casques parce que sinon. Au cas où toutes ces dispositions sont prises et que néanmoins, je prends l'exemple de casque puisque j'y suis, néanmoins, vous êtes exposé et que le décibel ont fait que vous avez été malade, ou vous avez eu des oreilles endommagées. À ce moment, c'est ça qui se déclare comme maladie professionnelle. Parce que c'est votre exposition à cause de votre travail au bruit, malgré que l'employeur a dû prendre quelques dispositions pour que ça n'arrive pas, c'est arrivé là, votre dossier est blindé pour être pris en charge par la sécurité sociale. Soit vous avez une invalidité, c'est ce qu'ils appellent invalidité permanente ou partielle. Ça dépend. Partielle, c'est donc temporaire. Ça veut dire que vous êtes guéri, mais au bout d'un moment.
Mais entre-temps, vous ne pourriez pas travailler. Et donc, pendant cette absence-là, la CNPS vous prend en charge. Vous ne travaillez pas. L'employeur ne peut pas vous payer parce que vous ne travaillez pas. Mais comme il vous a fait une déclaration à la CNPS, c'est la CNPS qui prend le relais pour vous verser votre salaire en bonne et due forme jusqu'à ce que vous soyez guéri. Maintenant, si c'est une invalidité permanente, définitive, constatée par un médecin, c'est une autre procédure. Ça signifie que là, soit on vous met en retraite anticipée avec tous les avantages que ça fait, mais donc voilà, vous bénéficiez, puisque dans tous les cas, c'est permanent, un autre employeur ne peut pas vous récupérer, sauf si cela est possible, ça arrive que vous changez de métier. Là, on va vous payer une formation, si par exemple vous êtes amputé de la jambe, c'est exagéré, mais bon, ce sont des exemples que je n'ai pas le droit de me taire. Vous êtes chauffeur, le chauffeur doit pédaler. Bon, il se fait amputer de jambes. Là, il peut plus. Il peut plus. Par un accident quelconque, voilà, la jambe. Donc, à ce moment-là, mais il a toutes ses autres facultés. On peut lui faire une formation pour qu'il ne soit plus chauffeur. Donc, on va le réorienter. Et tout ça fait partie d'un ensemble de ce qu'on parle de la sécurité du milieu de travail. Bon, ça, c'est quelques aspects, mais après, je pense que c'est important. Là où je peux peut-être passer un petit moment là-dessus ce matin, même si j'ai déjà quand même pris pas mal de temps, je me rends compte. C'est l'environnement global dans le milieu du travail. Ça, c'est un aspect de choses souvent qu'on oublie. Je crois que les employeurs, certains le font très bien. Si vous êtes intégré au milieu de travail, votre environnement doit vous enseigner comment vous tenir. Et donc, c'est l'employeur qui devient un tuteur pour vous, quelle que soit la nature. Donc, on va vous dire, OK, nous, dans notre service, dans notre entreprise, on va commencer par l'entreprise. Voilà. Et quel est le risque que vous avez en entrant ici pour votre santé? D'abord, on vous pose cette question. Non, mais on va vous expliquer. Quel est le risque? Le risque en entrant chez nous, voilà le risque que vous avez. Oui. Pour vous prévenir, pour que vous ayez des attitudes pour éviter ces risques-là, bien sûr. Sinon, de quoi on va vous dire? On vous dit ça, c'est pour vous amener à être prudent. Et en étant prudent, vous allez éviter ces risques. Et donc, après, si vous êtes dans un service, on va vous présenter les risques du service. L'entreprise globalement, voici. Le service dans lequel vous allez travailler, voici. Et comme ça, vous pourriez, avec un œil neuf, avertir, dire, d'accord, si je suis alerte sur les questions de sécurité, je dis d'accord, vous avez dit ça, mais ce que j'observe là, je vois ça. Est-ce que, peut-être que ceux qui sont sur place ne voient plus. Mais vous, avec un œil neuf, vous pourriez identifier un potentiel risque. Et voilà pourquoi c'est important d'avoir tout. Parfois, c'est vraiment chaque semaine des réunions de sécurité dans certaines boîtes. Chaque semaine. Comme ça permet de rappeler les règles de sécurité, mais aussi de chercher à identifier les nouveaux risques qui se sont présentés peut-être dans la semaine, où j'ai fait telle chose, j'ai failli telle chose, j'ai failli, les câbles qui traînent. Qui peut renverser quelqu'un. L'eau chaude qui est utilisée d'une certaine manière, on peut se faire brûler. Et c'est dans le milieu de travail, ça va constituer un accident de travail. C'est plein de ces choses-là et qui fait que souvent on néglige. Mais beaucoup de gens qui sont conscients sur la vie des gens prennent le temps, justement, régulièrement de tenir des réunions de sécurité pour rappeler, mais aussi identifier les nouveaux risques potentiels. Et en le faisant, ça fait qu'on garde toujours un environnement plus ou moins sécure. Et ça, c'est très important. Le chauffeur va parler de sa sécurité. Le secrétaire ou la secrétaire va parler. Le directeur va parler de sa part. Le chef de service va parler de sa part. Le gars qui est sur le chantier va parler de sa part. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, ça rend la chose plus vivace parce qu'en termes de sécurité, c'est toujours être alerte. Sinon, on s'endort et
l'insécurité nous surprend. D'accord. Merci. Vous l'aurez compris, ça, ce sont des détails terre à terre, on peut le dire, pour permettre à tout et chacun de comprendre comment avoir sa sécurité dans son milieu de travail. Et là, nous disons une fois de plus merci à M. Clément de vous avoir nous donné plus de détails sur cet aspect. Merci à vous. On va vous raccompagner avec une capsule. Merci. La lutte contre les inondations, ces dernières années, il y avait, surtout l'année dernière, le Tchad a entré la plus forte pluviométrie dans la sous-région. Et sur les 23 régions, 23 provinces, il y a 19 qui sont affectées, surtout la ville de N'Djamena. Les propositions, la première des choses, surtout dans la ville de N'Djamena, il faudrait que les citoyens comprennent l'obstruction des caniveaux, c'est un phénomène. Si vraiment les canaux sont ouverts, une fois il y a une forte pluie, durant 2 heures, 3 heures de temps, l'eau va partir dans les bassins et les bassins vont le pomper et ça va aller vers la station de la Magie qui a 4 groupes. Là-bas, ils vont pomper l'eau pour vraiment dégager et ça va vers les barres de Ligna. Surtout au 8e arrondissement, nous sommes toujours inondés chaque année. Notre arrondissement, le 8e arrondissement est inondé. Pourquoi cette inondation? Il y a beaucoup de pluies, on le sait, mais le problème des bassins de rétention. Le ministère de l'Urbanisme a construit des bassins de rétention, mais ces bassins de rétention sont plats. Nous demandons une autorisation de creuser ces bassins-là pour les creuser en profondeur, pour qu'elles contiennent l'eau de la pluie, pour qu'elles ne déversent pas sur la population. Et nous demandons aussi de faire des digues de protection pour que ces bassins-là soient... c'est pour que l'eau là soit calée, ça ne déverse pas sur la population. Il faut mettre en place des services d'urgence pour les zones qui inondent. Mettre des services de pompage en temps réel lorsque la pluie tombe. Après 20 minutes, les eaux qui inondent devront être pompées vers les bassins versants pour éviter les inondations. Mettre en place des comités de gestion des logements mobiles et les écoles aussi peuvent aider les futurs sinistrés. Mettre en place des comités de vigilance pour éviter la perte en vie humaine. Il faut que chaque voisin comprenne son voisin. C'est-à-dire, si un voisin a déjà bloqué la route pour que l'eau ne coule pas pendant la saison pluvieuse, il faut qu'il accepte quand même aussi de creuser, laisser quand même aussi que l'eau coule pour éviter quand même aussi l'inondation de son voisin. Voilà, amis téléspectateurs, j'allais dire, voilà, nous vous disons merci de continuer à nous suivre. Voilà, vous l'aurez compris, Parole aux citoyens, il y a toute une réalité qui est racontée par nos concitoyens. Voilà, par exemple, pendant cette période de pluie, vous allez constater qu'il y a des voisins qui mettent des bricaillons en pensant qu'ils veulent un peu chasser de l'eau devant chez eux, mais dans ce sens, quelquefois, ils font beaucoup de tort à d'autres voisins. C'est un peu compliqué. Quelquefois, ça crée des conflits. Quelquefois, vous allez voir un voisin achète 2 bennes de remblai, il vient, il met devant chez lui, il bloque carrément le passage de l'eau. Et là, entre-temps, l'eau va beaucoup plus rester chez son voisin qui aura des difficultés parce que l'eau n'aura pas de passage et là, il aura une cour inondée. Voilà, nous allons toujours continuer. Après ceci, nous allons vous amener dans un instant à des délires que vous allez un peu savourer. Oh non. Oh non, 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 non. Connecti. Pas d'arachide 75, piment 25. Pas d'arachide 75, piment 25. Pas d'arachide 75. Pas de tomates 1000 francs. Pas d'araignée.
Pâte de bœuf. Pâte de quoi? Oh my God. Pâte. Oignon, oignon, oignon 1000 francs, oignon 5. God have mercy upon us. Voilà, mesdames et messieurs, c'est instant délire. Ceci pour arracher un peu le sourire, ceci pour vous permettre d'avoir un peu de le sourire. Hein. C'est important parce que rire, c'est aussi thérapeutique, c'est aussi très important. C'est aussi ça, la suite de nos programmes sur iMatin. Voilà. Comme je le disais tantôt, nous allons encore une fois de plus repartir, prendre un clip, n'est-ce pas, pour permettre à tout et chacun de continuer la programmation. Terminus. Ce qui ne te tue pas te rend toujours très fort. Alio macheti kula malamani. Alio harushoki kula malamani. Melakin Fakiri Kadar, c'est une question de cœur. Melakin Fakiri Kadar, c'est une question de cœur. Je suis touché, vraiment désespéré. Je suis touché, vraiment déséquilibré. Mon amouré, maman Manda Kader, la marque déposée. Tatiana Kogonga, DJ Gérard, Mantam Geroina, Komako Roosevelt, merci pour tout. Odina Rosine, la continuité. Question de cœur ou question compliquée. Décision de cœur ou décision compliquée. Au manager ni si porté. Didier Ngartos. Gaïni c'est semblant alors que je suis couché. Au manager prouverait qu'il kada je suis abattu. Mon bébé yé, son excellence Issa Doubrayon, le bulldozer. Commissaire Taltal, Nadine Doula, Ronelian Bankingar, Christian Platinum, Doumla Marsouci Douane, messieurs les juges, l'incontournable maître Francis Lokoundé, Dimastra Beguio, Dino Di Modeste, Grâce Nerambaya. Accepter de Paranakiza, c'est qu'on vote pour Banabassé. Punir les crissés malgré sa sainteté. Nakan Kutu Tabilen Kola, Almega Idelirasa. Anama Djapsiki, voilà chocolat qui passe. Anama Djapsiki, voilà chocolat qui passe. Sabina Grâce Divine à la beauté. Anama Djapsiki, Jamila Kolingare, voilà chocolat qui passe. Farida Yeye, Anama Djapsiki, Nadine Dinare, voilà chocolat qui passe. Sera Matibeye, Anama Djapsiki, Pati Solare, Anama Djapsiki. Voilà chocolat qui passe. Alain Opéra, Rodrigue Corondio, Maman Moya le Prisca Doubrayon, Atalesia Betour, Ah Maman Mingue Daba Bezo. Olivier Nadieu, PDG Quador. Cache de haut niveau. Sylvie Diranga est la femme au cœur noble. Marc Ngar 22 plus. Ah, Serge Bantoudi, Angèle Madi Biscuit de mer, Geneviève Ouribé, ingénieur Nathan Gawa. Ça c'est le cheval au cachet. Aouzunis.
Ça vient de chez nous, ça c'est Gilson, un grand artiste de chez nous. Voilà, il nous a chanté l'amour dans son titre Terminus. L'amour, c'est la plus belle chose au monde. Hein. Quand on est amoureux, on a vraiment un état d'esprit tranquille. Voilà, ceci nous a permis également de recevoir sur ce plateau le coach en ITEC. Là, nous avons annoncé plutôt M. Nabi Malachi, mais avec quelques machins à la dernière minute, nous avons plutôt reçu M. Jacques qui est là avec nous. N'est-ce pas? Bonjour Jacques. Bonjour Hobbs. Comment ça va? Ça va bien. Ça évolue bien. Ça va, on rend grâce. Depuis deux week-ends. Ah oui, on est là. D'accord. Ouais. Aujourd'hui, avec vous, nous allons parler un peu de verrouillage, n'est-ce pas, des discussions dans WhatsApp. Dans WhatsApp. Qu'est-ce qu'on peut comprendre dans le verrouillage des discussions dans WhatsApp? Le verrouillage des discussions, c'est de rendre les discussions privées. On rentre dans votre WhatsApp, on ne voit ni le nom de la personne, ni la conversation, ni la file de conversation. Wow. Jusqu'à ce que vous décidez de revoir le message avec tout son contenu. Ok, donc là, vous pouvez choisir, tout comme vous pouvez verrouiller tous les messages. Vous pouvez verrouiller tous les messages. Et comment ça se passe? Il y a d'abord la première possibilité. Vous pouvez verrouiller le message et le laisser dans la file de conversation. Okay. On prend le téléphone en même temps, on sait qu'il y a les messages verrouillés. Mais la deuxième possibilité, c'est que vous pouvez verrouiller, on ne verra même pas l'option les messages verrouillés. En mode furtif, en fait. Ok, mais là bon, vous-même, quand vous revenez, comment vous allez faire? Parce que comme on ne peut pas voir. Oui, là, j'ai manqué la vidéo le lundi ou bien la semaine prochaine, si Dieu le permet, je vais encore revenir avec la vidéo. Oui. C'est juste de faire un appui long sur la conversation. Maintenant, dans les barres de paramètres, les 3 points qui sont à droite, quand vous cliquez sur les 3 points, en bas, il y a verrouiller conversation ou bien verrouiller discussion. Ça dépend de chaque téléphone. Maintenant, quand vous appuyez sur verrouiller discussion, ça vous demande de continuer. Vous faites continuer, ça vous demande un code. Okay. Là, vous mettez le code, que ce soit 4 chiffres ou que ce soit 6 chiffres. Vous mettez le code, vous répétez encore et c'est bon. Maintenant, en haut de la file de conversation, on a archivé et on a discussion verrouillée. Okay. Là, la discussion apparaît dans la file. Maintenant, si vous ne voulez pas, vous cliquez dessus et encore là, il y a un petit paramètre à droite que vous allez cliquer et vous activez maintenant le mode furtif. Ouais. C'est le seul paramètre, quand vous activez, quand vous revenez, vous ne voyez plus conversation ou discussion archivée, discussion verrouillée. Wow. Vous ne les voyez plus. Donc, dans votre conversation, la personne peut t'écrire. Tu peux avoir les notifications qu'elle t'a écrites. Ce qui est bien aussi quand ces discussions-là sont verrouillées, quand elles envoient ou les personnes envoient des messages, les messages ne se font pas voir comme les autres messages. Mais il y a quand même un signal qui dit qu'il y a un message. Il y a un signal normal. Tu sais que tu as reçu un message. Okay. Mais comme les autres messages, au moins on lit les premières lignes, on sait ce qu'elle appelle. Ça n'apparaît même pas. Tu sais que tu as reçu un message, mais rien n'apparaît. Okay. Donc il faut que tu cliques dessus, que tu rentres le mot de passe ou le code PIN que tu as mis avant de rentrer dans le message et de rentrer dans la conversation. Ok, c'est vraiment nécessaire ce que vous dites là, mais sauf qu'on est manqué de cette vidéo parce que là, malheureusement, théoriquement comme ça c'est un peu compliqué à comprendre parce que s'il y avait la vidéo on allait... Ouais, et donc, bon, si jamais vous pouvez aller lentement, comme ça peut-être, même si sans vidéo, ça va permettre à nos téléspectateurs de comprendre. D'accord. Lentement, quand vous voulez verrouiller une conversation, vous rentrez dans la file de conversation de votre WhatsApp. Vous cliquez sur la conversation jusqu'à ce que la conversation ne soit sélectionnée. Oui, vous faites un appui long. Une seule conversation. Une seule conversation. La conversation que vous voulez verrouiller. Okay. Vous faites un appui long et puis ça se sélectionne. Maintenant, en haut à droite, dans le coin à droite là, il y a les 3 points qui sont les paramètres. Vous cliquez dessus. Je crois que c'est l'avant-dernier. Oui, l'avant-dernier, il est écrit verrouillé ou conversation verrouillée. Et vous cliquez sur la conversation. Ça veut dire que la conversation est verrouillée. Maintenant, si c'est votre première fois de le faire, on va vous demander un code. C'est ce code PIN là qu'il faut retenir pour pouvoir ouvrir toutes les conversations verrouillées. Donc, vous mettez un code de 6 chiffres ou 4 chiffres, selon votre préférence. Quelque chose que vous pouvez retenir. Mais là encore, je donne une précision. Ça peut être différent si vous avez déjà verrouillé votre WhatsApp. Il y a des gens, avant de rentrer même dans WhatsApp, ils ont verrouillé avec un code. Ce n'est pas forcé que ça soit le même code. Tu peux changer de code. Donc, tu utilises un code carrément. Ah, donc ça peut être distinct. Oui, ça peut être différent. Donc, ce n'est pas les mêmes codes. Maintenant, une fois que tu mets le code, ils vont te demander de reconfirmer.
tu reconfirmes le code et c'est bon. Donc la conversation, ça disparaît directement de la file de discussion et ça rentre dans les conversations verrouillées. Ok. Donc ça veut dire que cette conversation est devenue privée. Privée, oui. Donc tout le monde qui rentre dans ton téléphone ne peut pas voir la conversation. Même s'il clique, il n'a pas le code. Donc tu es le seul à avoir ça. Maintenant, tu veux carrément que la discussion verrouillée là ne se fait même pas voir encore dans la file d'attente. Parce que quand on rentre, on le voit en haut. Et on sait qu'il y a des discussions qui sont verrouillées là-bas. Ok. Maintenant, pour le faire, tu cliques juste dessus. Quand tu rentres dedans, il y a encore un paramètre. Et quand tu rentres, tu actives juste le mode masqué. Carrément. Carrément. Et quand tu ressors, il n'y a rien. Mais là, quand le message arrive, le propriétaire lui-même, comment il saura que... Ou bien il doit à chaque fois repartir là-bas fouiller lui-même? Non. Quand les messages arrivent, quand tu as ta sonnerie, ça sonne que tu as reçu un message. Okay. En déverrouillant dans la longue liste d'attente des messages, tu vois les messages. Ouais. Sauf que ce message-là, quand tu cliques dessus, ça te demande automatiquement de mettre le mot de passe que tu avais créé. Okay. Et quand tu mets le mot de passe, tu rentres directement dedans. D'accord. Donc voilà à peu près. Mais pour celui qui ne maîtrise pas ton téléphone, il ne verra jamais ces conversations. Même s'il tape le nom de la personne dans la file de discussion, de conversation, il sera obligé de mettre le mot de passe, le code. S'il connaît. S'il ne connaît pas, bon, c'est qu'il peut rien faire en fait. D'accord. Dans un monde où la cybercriminalité, voilà, tout ça, on ne peut pas faire confiance à quelqu'un. C'est vraiment nécessaire. C'est vraiment nécessaire quelquefois d'épargner ces choses ou de sécuriser ces discussions. Puisque aujourd'hui, le téléphone n'est pas utilisé seulement par une seule personne. Je peux récupérer le téléphone de pour quelque chose, pour faire quelque chose, et puis des gens mal intentionnés, je vous dis, ils vont directement dans votre conversation, ils font des captures, ils font même des trucs, ils s'envoient ça, et puis après, c'est pour te créer des problèmes. Ça se trouve quelque part sur la tu toile. Tu ne te rends même pas compte qu'il y avait quelqu'un pris cette discussion. C'est comme ça les gens ont fait, ils transfèrent les audios des autres, et puis là, ça devient des polémiques, tout ça. Donc, c'est une manière de priver ou bien de privatiser certaines conversations sur nos smartphones. C'est seulement sur WhatsApp ou bien dans d'autres... Non, c'est seulement Facebook sur WhatsApp. Et, donc sur Facebook et tout ça, c'est... Non, sur Facebook, tu as la possibilité de verrouiller aussi les conversations dans Messenger. Mais là, tu mets juste un code. Donc, quelqu'un ne peut pas. Mais là, on va revenir dessus avec un bien détaillé. Ok. Voilà. Donc, vous l'aurez compris. Il nous a expliqué comment mettre en sécurité ces discussions. Parce que là, c'est vraiment nécessaire. Surtout dans le contexte actuel. Effectivement. C'est compliqué. Il faut toujours, quelquefois, épargner certains messages qu'on juge importants ou privés ou secrets. C'est important de mettre de côté parce que quelqu'un peut tomber dessus et puis, bon, ça se retrouve partout et ce n'est pas du tout bien. Voilà, là, nous disons merci à Jacques d'avoir accepté de venir là. Mais nous vous prions, si prochainement vous pouvez venir avec un support, avec la vidéo. Ça va vraiment aider à la compréhension. Nous allons revenir dessus le vendredi prochain. Inch'Allah, merci bien. Voilà, nous allons le raccompagner avec une capsule encore. Merci. C'est l'espoir en général, et en particulier le football. La solidarité. أنا دور عدل دولة بيش نور عدل دولة بيش ندورة دولة أنا دور كويس ميسي شغل كان ندور ما في دولة أنا كويس وكبير أنا كله بيجي على أول أسأل قاعد أنا ندورو كان نكين ندورو ما في إلا دول عدل دولة أنا بيش ندور شغل كان ندور. Au Tchad, moi je suis d'abord un footballeur. J'aime le football. C'est في Tchad شغل كثير نرينا مش hasa watada mama mishi zaman hasa adab watukulu murta inda rahala. Au Tchad, puisqu'on est solidaire, on aime la paix, on veut l'homme qu'il faut à la place de l'homme qu'il faut pour qu'il dirige bien le pays. Ça. Ce que j'aime, c'est ce que je le fais précisément le football. Ce que j'aime au Tchad, ces derniers temps, quand même, on peut dire qu'il y a la sécurité par rapport aux autres pays de la sous-région. En ce qui concerne le terrorisme, ça va mieux quand même.
Avant, il y avait la crainte, mais maintenant, il y a déjà de l'assurance. On est un peu rassuré par rapport à l'ancien temps. Bon, en matière de paix, il y a la paix au Tchad. J'aime bien dans mon pays, le Tchad, j'aime le sport. Quoi. Le sport, oui, mais le sport, pratiquement dans mon pays, je sais pas. Sport, nous les jeunes, on aime bien le sport. Mais... Bon, j'aime mon pays, j'aime ma population, j'aime tout ce que vraiment qui revient pour le pays. Ce que j'aime dans mon pays, c'est le sport, premièrement. Moi, pratiquement, comme je pratique le sport, j'aime le sport beaucoup plus. Et deuxièmement, j'aime tout ce que les gens font comme l'activité un peu. Maintenant, comme il n'y a pas de dérangement ici par là, je suis un peu content. La solidarité tchadienne. Bon, ce que j'aime, c'est beaucoup recruter les jeunes dans l'emploi, augmenter les structures scolaires et puis innover les secteurs économiques. J'aime la paix surtout, la paix du cœur, la paix entre les frères, cohabitation pacifique, tout cela. Ce que j'aime au Tchad, c'est que le pays est en construction, sont en train de construire des écoles, des hôpitaux. Le pays est en construction d'une manière générale, c'est ce qui me plaît au Tchad. J'aime que le gouvernement trouve une solution pour ça, pour la cherté de vie en Damel. Nous aimons à ce que le gouvernement fasse certaines activités pour nous recruter, pour qu'on travaille dans... J'aime, c'est vraiment la géographie. Comme j'apprends à être un petit géographe, c'est la géographie seulement qui m'intéresse et j'y m'adhère vraiment à cette science. Première des choses. Deuxième, nous aimons la paix pour ce beau pays, le Tchad. Voilà, fidèles téléspectateurs, internautes, mais également auditeurs de la radio Electro FM. C'est ici que va prendre fin notre dernier numéro de ce vendredi. Et là, nous vous disons merci pour votre fidélité, merci pour votre confiance placée et renouvelée toujours à notre émission e-matin. Et sur ce, je vais vous dire bye bye, Inch'Allah, si Dieu nous garde encore le souffle de vie, on va se voir le lundi. Sur ce, ciao ciao.